m'intéresse, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun. Si ce n'est pas de la dialectique, c'est quoi ça? Je relis. Les déictiques pour lui. Ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun. Fin de citation. C'est le pour lui. Le pour lui signifie en clair que le peuple kanak, représenté alors par le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, qui est un des signataires, le troisième signataire de l'accord, le RPCR et l'État, n'est pas tout seul à revendiquer une reconnaissance. Si on dit pour lui, c'est un éthique, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres. Hein, c'est sous-entendu d'autres. Alors, on doit rappeler, je dois rappeler quand même une chose, hein, parce que apparemment, c'est pas admis par tout le monde, mais c'est pas encore admis dans les mœurs. On doit rappeler que le préambule, il est reconnu par la Constitution de la République, et qu'il a une valeur constitutionnelle, enfin juridique constitutionnelle. Il est garanti par la Constitution. C'est pour ça que d'ailleurs, que ce soit Nicolas Sarkozy ou un autre président, il y a une garantie, c'est qu'il y a une stabilité de l'accord de Nouméa, quels que soient les changements de gouvernement centraux, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il a été garanti par la Constitution jusqu'à la fin du processus de l'accord de Nouméa. Donc, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, ce n'est ni le droit, ni la politique qui motive l'intérêt de vivre le discours politique kanak. Il s'agit pour moi, dans ce travail-là, dans ce petit essai, de comprendre comment s'est constituée l'identité du peuple kanak par l'expression de sa souveraineté. Alors, nécessairement, il me fallait revenir à ce que j'appelle le patrimoine politique kanak et au discours tenu par les acteurs ayant contribué par leur action, leur militantisme, leur parole à la constitution du peuple kanak. Alors, en effet, aussi bien Jean-Marie Djibaou, Roch-Deo Pidjo, Éloi Machoro que Raphaël Pidjo ont milité et œuvré. Je vous demande d'être sensible à ce que je vais dire, parce que les mots ont du sens, et les mots ont du poids. Ont œuvré pour que le peuple kanak ne soit pas réduit par ce que j'appellerais avec Michel Foucault des technologies politiques d'État en une communauté quelconque. Que le peuple ne soit pas réduit en une communauté qui permette du coup de diluer la communauté kanak avec les autres communautés. Ou en d'autres termes, et moi je n'invente rien, je n'invente rien. Pour reprendre l'image percutante qu'emploie Éloi Machoro dans son discours, à plusieurs reprises, je n'invente rien, que le peuple kanak ne soit pas dilué comme les quelques petits pois dans un potage, avec le rapport de force démographique. C'est-à-dire qu'il ne soit pas converti en une simple communauté gérée par des technologies d'administration publique d'État. Donc, il est clair, ceci étant dit, il est clair qu'aujourd'hui, en 2012, la Nouvelle-Calédonie ne se situe plus dans ces séquences d'événements contemporains des 4 discours que j'ai étudiés, publiés et reproduits en deuxième partie. Aujourd'hui, la question du peuple kanak se construit avec la reconnaissance du peuple calédonien, tous deux en rapport avec la reconnaissance de l'État. Ne me reprochez pas ça, il y a des militants attardés de la Kanaki qui me reprochent ça quand je dis ça, mais moi j'invente rien, c'est vrai, c'est comme ça. Il n'y a pas que les peuples kanaks, il y a aussi les autres communautés qui se constituent en peuple calédonien, et il y a aussi l'État. Parce que c'est fou quand même. Tout le monde croit, et c'est peut-être l'image, la photographie de Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou, tout le monde croit que c'est binaire. C'est pas binaire. Il y a le peuple kanak, il y a les communautés, et il y a l'État. Hein? J'invente rien, c'est comme ça. Mais, tout de même, pour mieux comprendre ce que j'appellerais la dialectique et la généalogie de la constitution de l'ethnie en peuple, il me fallait nécessairement écouter la voix du peuple kanak en revenant au discours politique tenu par les acteurs les plus efficaces. Je n'ai pas choisi n'importe quel type de discours. C'est des discours qui ont été tenus dans des circonstances très précises et tenus par... On oublie ça. On parle toujours de Jean-Marie Djibaou. Le plus profond respect pour Jean-Marie Djibaou. J'ai écrit 2 textes sur lui. Il n'y a pas que lui. Il y a d'autres grands orateurs. Roch-Deo Pidjo, Raphaël Pidjo, Éloi Machoro. Donc, j'ai choisi les orateurs qui étaient les plus efficaces au niveau du militantisme
militantisme, et de l'action et du discours. Donc, des discours d'ailleurs qui tiennent la route. Ainsi, je reviens à ma question de départ, je ne perds pas le fil conducteur. C'est très structuré. C'est du béton. Ainsi, écrire et publier, pour moi, passer par l'intelligence des conditions d'écriture dans le dispositif de l'accord humain, c'est-à-dire, par décision, j'ai privilégié les discours et les sources de première main plutôt que les travaux de la considérable littérature scientifique sur les événements et sur la période des accords de Matignon ou d'Inno, que j'ai eu. Je suis sûr que quand il y aura un compte rendu dans une revue ici, on va m'allumer, t'as pas cité ça, t'as pas cité ça, t'as pas cité ça. J'ai tenu en premier compte les sources premières, à savoir les discours qui ont été prononcés et transcrits, et les enquêtes de terrain, à Canala, les entretiens avec des acteurs qui étaient contemporains des événements, et toutes les sources audiovisuelles qui avaient RFO, etc. Avant de lire, de citer les travaux de langue anglaise ou de langue française sur cette période-là. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ces travaux-là sont remarquables. Mais du fait d'être inscrit dans ce type de problématique, il était nécessaire pour moi d'aller à l'essence même des choses, d'écouter le discours qui était prononcé, de les transcrire et d'aller sur le terrain pour essayer d'écouter et d'entendre ce que disaient les uns et les autres. Voilà une petite anecdote quand même, parce que sinon ça fait... par exemple, la célèbre photographie d'Éloi Machereau, j'en discutais il y a quelques jours avec des amis, célèbre photo où on voit Éloi Machereau en train de briser l'urne du Canada, qui a fait le tour de la planète. Bon, moi je suis allé sur le terrain, pour comprendre. Parce que c'est quand même bizarre. On le voit en train de briser une urne, puis il y a les assesseurs qui ne bougent pas, comme ça. Cette violence devrait effrayer. Donc je suis allé voir plusieurs choses. Je suis allé voir aux archives de Nouvelle-Calédonie, le journal des Nouvelle-Calédoniennes. Quand ça a été publié le 19 novembre, il n'y avait pas de légende. C'était la photographie sans légende. Et ensuite, le 19 ou 20 novembre, il y avait des courriers de lecteurs. Mais qui c'est ce monsieur-là qui brise l'urne? Et on voyait, c'est Éloi Machereau, etc. Déjà, c'est assez très intéressant. Ensuite, à Canada, je suis allé voir la dame qui a pris la photo. Tuyaka, qui est une métisse japonaise très intéressante au niveau des communautés du métissage kanaki-japonais, très intéressante. Elle m'a raconté les circonstances. Elle n'a jamais voulu en parler, sauf il y a 2 ou 3 ans, quand une journaliste originaire de Canada, Sandra Thuyenon, l'a interrogée. C'est là qu'elle a commencé à parler de comment elle avait pris la photographie. Elle ne voulait pas en parler avant. Parce que cette photographie-là, ben, les gens, comme vous savez, dans les poids des coutumes et des communautés orales, on l'accusait d'être responsable de l'assassinat, de l'exécution, enfin, de la neutralisation, je choisis le terme, d'Éloi Machereau, puisque effectivement c'est elle qui avait pris la photo, donc on le voyait en première loge. Donc elle a mis un certain temps. Puis elle m'a raconté comment elle a pris la photo. Elle connaissait très bien Éloi Machereau, il a fait une pause. Est-ce qu'elle ne sait pas? Le maire à l'époque c'était l'oncle du célèbre footballeur mondialement connu Carambeu, le maire du Canada s'appelait Carambeu, c'est l'oncle paternel de Christian Carambeu. Elle disait, mais je ne savais pas où il était, il avait disparu. Je suis allé voir un autre militant qui était un proche de Éloi, qui était un peu le chauffeur, qui racontait un petit peu en détail, et puis il expliquait, les militants étaient à Génima, une tribu, à un point de vote, ils sont tous venus à la mairie. Et comment sont-ils venus? Parce que le maire s'est absenté, il a téléphoné, c'est bon, on l'a voyé, les gendarmes ne sont plus là. Donc, elle, la photographe, disait pourquoi il n'était pas là, et en recoupant les points de vue, je voyais les circonstances de la photographie. Ça ne paraît pas dans le livre, je ne vais pas raconter tout ça dans le livre. Mais c'est pour vous dire que d'aller sur le terrain et de collecter des sources d'informations, c'est quand même plus efficace que de dire des comptes rendus ou des commentaires sur les Éloi Machereau par une autre littérature qui est tout aussi intéressante. Ça, c'est une petite anecdote. Alors, je vais finir en donnant un échantillon, parce qu'il faut lire le livre, un échantillon de discours, et j'ai commencé à ouvrir l'étude par le concept de patrimoine qui est pratiqué dans le discours de Jean-Marie Djibaou. J'ai commencé par le discours de Jean-Marie Djibaou, parce que Amaré, dans le congrès dont je parlais, il y a quelque chose qui m'étonnait, ça revient comme un leitmotiv, le mot de patrimoine. Alors, le discours, je finirai là-dessus, hein,
Le discours qui est prononcé en 1978, que j'évoquais tout à l'heure rapidement, c'est un discours que j'ai transcrit intégralement. C'est un enregistrement que je vous raconterai comment tout à l'heure. Et c'est un peu de suspense. Et donc, c'est un discours d'ouverture de congrès. C'est un programme politique. Il y avait des discours d'ouverture. Peut-être que Richard Caloy pourra détailler, parce que je n'étais pas présent moi, physiquement. J'ai entendu simplement l'enregistrement. Et puis après, Jean-Marie Gibault ouvre les programmes des ateliers de travail progressistes. Et il est important de situer ce discours. Ce discours fait suite au congrès qui a été tenu à Bourail en 1977, congrès extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'Union calédonienne devenait passer d'un parti autonomiste, où la devise était deux couleurs, un seul peuple, et devenait à partir du congrès qui s'est tenu au centre de la Nouvelle-Calédonie à Bourail, devenait un parti politique indépendantiste kanak, en 1977. Avec d'ailleurs tout le bureau politique qui va être recomposé, avec le seul rescapé à l'heure actuelle, François Burck, Édouard Machereau, Pierre Declercq, Jean-Marie Gibault, Yvonne Guillaumet, qui sont tous morts de mort violente. Il reste tout simplement le dernier rescapé, François Burck. Tous les non-kanaks, pratiquement tous, avaient fui l'Union calédonienne, ce qui est compréhensif, parce que tout d'un coup, c'était une revendication. D'ailleurs, entre parenthèses, non, c'est pas une parenthèse. Le congrès s'est déroulé à Azareux, à Bourail, le fief de Jean-Pierre Haïfa. Jean-Pierre Haïfa, qui était secrétaire de l'Union calédonienne, et qui va fuir l'Union calédonienne, quitter l'Union calédonienne, pour fonder un parti autonomiste et centriste qui sera la Fédération pour une nouvelle société calédonienne. Tout de suite après. Celui qui prendra le poste de secrétaire, c'est Pierre Declercq. Donc, tout de suite après 77, 78, le congrès à Marais. Et c'est la première fois que la thématique, c'est le recensement du peuple indigène. Et c'est la première fois que l'Union calédonienne se programme, pas simplement revendiquer l'indépendance, mais construire l'indépendance. Et il y a un programme politique ambitieux. Je tiens à signaler, pour contextualiser encore la séquence d'événements, en 1976, il y a un autre parti politique indépendantiste qui se crée, le Parti Libération Kanak, et par contre-coup, ça faut le dire, par les logiques des constitutions des partis, par contre-coup, il y a un parti politique calédonien qui va rassembler tous les autres partis calédoniens, à l'exception de ce qui allait devenir la Fédération pour une nouvelle société, la FNSC, le RPCR, le Rassemblement pour la Nouvelle-Calédonie en France, qui est fondé en 1977. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jacques Lafleur, dans son récit assiégé, qui dit « Le RPCR a été créé par contre-coup ou en osmose avec la revendication d'indépendance. » Il le dit, hein. Je n'invente rien. Alors, le positionnement de l'Union calédonienne pour l'indépendance kanak, ben, il faut comprendre, ça malmenait complètement la vieille devise de l'Union calédonienne, deux couleurs, un seul peuple. Tout d'un coup, revendication par le peuple indigène et autochtone de l'indépendance kanak, ça remettait en question la vieille devise, deux couleurs, un seul peuple. Et de manière dramatique, avec son côté humoristique, Gibault parle de ça dans le discours d'ouverture. Comment on fait maintenant avec les autres? C'est-à-dire les autres communautés, la place des autres. Alors le positionnement de l'UC pour l'indépendance kanak, eh bien, c'est à partir de là qu'il y a un discours d'ouverture qui est un véritable programme politique ambitieux et qui est, la problématique de ce discours, comment revendiquer et construire le pays kanak. Encore une fois, pas de contresens, les mots ont du sens de la durée. Le terme de non-kanaki n'apparaissait pas encore. On parlait de pays kanak. Calédonie, pays kanak, un peu ça veut dire kanaki. En 78, le discours c'était comment construire le pays kanak. Et c'était sérieux, hein. C'était les statuts, l'économie, etc., etc. Et la revendication telle qu'elle est prescrite dans le discours de 1978 portait sur la totalité du pays, incluant, selon le concept ou les mots de Gibault, l'univers, ou je reprends ces termes, le cosmos, eau, terre, mer, dont fait partie l'homme. On peut discuter effectivement de ce type de référence, mais en fin de compte, c'est comme ça qu'il s'exprimait. Et la revendication oblige les militants de l'Union calédonienne
à questionner, encore une fois, la place des autres communautés. Il dit ça avec beaucoup d'humour. Il faut se méfier de Jean-Marie Dubourg, parce qu'il riait, mais derrière le rire, il y avait quelque chose d'intense et tragique. Et tout le monde croyait qu'il riait comme ça, de manière superficielle. Quand il dit ça, c'est intense. Alors il éclate de rire, il fait une plaisanterie. D'ailleurs, à chaque fois, il prend comme bouc émissaire Maurice Lenormand, au congrès de Tours, et puis au congrès de Marais. Il dit que Maurice Lenormand, lors des élections territoriales, dit que si vous les Kanaks, vous revendiquez l'ensemble du pays, qu'est-ce que vous allez faire de nous, les Blancs? Du saucisson ou quoi? Il dit ça en plein discours, une forme d'humour, pour essayer de bien montrer où est l'enjeu. Parce qu'à partir du moment où l'Union calédonienne devient un parti indépendantiste kanak, qui revendique l'indépendance, quelle va être la place des autres, et quelle va être la devise qui fondait l'Union calédonienne de couleur un seul peuple? Eh bien, c'est dans cette perspective-là qu'il parle du patrimoine. Et c'est dans cette perspective-là, je vous garantis, que j'ai été très attentif au discours et au détail, au relief du discours. Par exemple, je constatais que le mot patrimoine, il revenait comme un leitmotiv. Le patrimoine à promotionner, comme il le dit, devenait quasiment la métonymie de l'indépendance. Donc j'étais sur place à transcrire ce discours-là, qui bon, est agréable à écouter, mais transcrire, ça fait pas une dizaine de pages, après il faut recontextualiser, expliquer, etc. Pour vous dire un petit peu le contexte des sources d'information. Alors je vais finir quand même, parce qu'il ne faut pas non plus être trop long. Je ne vais pas vous raser non plus, je vais être très bref. La conclusion, ça va être deux phrases, pas deux pages, deux phrases. Pour conclure, pour finir, je dirais, pour reprendre la question de départ, sommairement, qu'en Nouvelle-Calédonie, écrire et publier se situe perpétuellement dans un devenir, un horizon incertain. C'est perpétuellement la remise en question et la remise. Et je finirai en reprenant le mot de philosophe Althusser, qui est un excellent mot. L'avenir dure longtemps. L'avenir dure longtemps. Je vous remercie de votre attention. Nous excusons d'avoir obligé à un effort de voix. C'est maintenant au public que je vais demander un effort de voix. Voilà, j'imagine qu'il y a des questions, des réactions. N'hésitez pas à les poser. On a maintenant un petit moment d'échange. Bien sûr. J'aurais dû prendre des cours de diction auprès de Jean Boissy, que je salue, qui est un éminent comédien de Nouvelle-Calédonie. J'en demandais pas tant. Voilà, vous avez l'art de la voix. Ça fait combien qu'on ne s'est pas vu en 2000 au Café de Paris. J'ai vu virtuellement dans un film où tu jouais le rôle de Jean-Marie Le Pen, que j'ai cité. Bon, si vous voulez, on pousse une discussion sur la discussion. Si le public est timide, moi j'ai des questions. J'ai des questions parce que vous avez eu recours à la littérature à plusieurs moments de votre intervention et puis dans vos travaux à plusieurs reprises. Je voulais simplement vous demander si vous considérez que l'on peut objectivement se fonder sur la littérature de Nouvelle-Calédonie pour en quelque sorte, le mot ne me plaît pas beaucoup, mais décoder, si vous voulez, la société. Et si vous considérez du coup que la littérature est un fixateur des expressions, et du coup d'une image sociale, enfin, j'arrive pas bien à trouver le terme. Et ma deuxième question a un rapport avec la question de la généalogie du discours politique kanak dont vous parlez. C'est de savoir si le texte de Waya Gorodé, qui est le père de Dewe Gorodé, a influencé éventuellement le discours politique kanak. C'est un texte, c'est pas la même chose que du discours. Est-ce qu'il est connu des acteurs de la politique kanak actuelle? Est-ce que ça l'influence ou non? On sent quelqu'un qui a fait une thèse universitaire sur cette question de la littérature. Alors bon, sur le rapport entre littérature et société et politique ou histoire, bon, je pense que c'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'historiens dans vos blogs qui utilisent le discours littéraire pour faire des analyses de contenu. Mais c'est pas ça que je dirais. Vous savez, en Nouvelle-Calédonie, je me suis aperçu
que certains écrivains artistes anticipaient et devançaient certains discours politiques. Nicolas Kurtovich devait être là, il est parti, il a pris l'avion, on devait intervenir en duo. Et je le cite, il écrit, je le cite parce que ce que je vais dire est un peu difficile, ça rejoint un petit peu, ça recoupe ce que je viens de dire sur le devenir. Il a coécrit une pièce de théâtre avec Pierre Gopp, Les Pulsions Bond, et dans cette pièce de théâtre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils se permettent des anachronismes. Et ils se permettent de faire passer James Cook en plein accord de l'UMEA, les revendications de l'USTPE, qui est un syndicat kanak, et ils se permettent des choses que les historiens ne peuvent pas faire. Et ils font de l'histoire, eux, pour le coup, de l'extrême contemporain. Et ils se permettent des procédés que ne pourrait pas faire une histoire s'il est rigoureux du point de vue de l'épistémologie, des règles d'écriture de l'histoire. Et il me semble que certains textes permettent d'avoir un éclairage sur ce qui se joue actuellement et sur les devenirs ou transformations des sociétés. Par exemple, le roman L'épave de Dewey Gorodé était très très critiqué, hein, parce que c'est un peu c'est dur. Il y a des scènes sexuelles qui sont vraiment comme le salaud de Pasolini, c'est le goût du coffret. Il ne va pas par quatre chemins, il dénonce... mais derrière ça, moi je trouve, enfin c'est la lecture qu'on peut avoir, mais peut-être que je me trompe, qu'elle essaie, elle a toujours fait ça de toute façon, à partir de Sous les cendres des contes jusqu'à maintenant, elle a toujours essayé de diagnostiquer ce qui se passe, mais à travers l'écriture poétique, l'écriture romanesque. Donc je pense que réellement il y a certains textes, certains discours littéraires qui en disent un certain bout de ce qui se passe au niveau des transformations de la société, au niveau de l'histoire, au niveau de ce qui est en train de se jouer, et peut-être parce que la création littéraire permet de transgresser certaines règles que ne peuvent pas faire les scientifiques, on apprend un certain nombre de choses. Bon, par ailleurs, j'enchaîne sur la deuxième question,